Merci de suivre la chaîne 52. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. À la une de ce soir, plusieurs personnalités haïtiennes ont été indexées dans le rapport des experts des Nations Unies soupçonnés d'avoir financé les gangs. Ce rapport a été présenté ce jeudi au Conseil de sécurité qui devrait l'analyser avant de décider sur les sanctions à prendre contre les personnes incriminées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat des experts pour 1 an. Ils devront continuer à enquêter sur les causes et l'impact de l'insécurité en Haïti et ses répercussions dans la région. Et puis fin ce jeudi du tout premier sommet Canada-CARICOM tenu à Ottawa. Le Premier ministre Trudeau a exprimé son inquiétude face aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques qui sévissent actuellement en Haïti lors d'une rencontre avec le Premier ministre haïtien. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Joseph Félix Badio a été arrêté ce jeudi à Pétionville. Il est un ancien cadre du ministère de l'Intérieur qui aurait joué un rôle important dans la préparation du complot visant à assassiner le président Jovenel Moïse. Notons que Badio était activement recherché par la police haïtienne. Il aurait eu des conversations téléphoniques avec l'actuel Premier ministre Ariel Henry pendant et après l'assassinat du président, ce qu'il avait toutefois nié. Plus de détails dans une prochaine édition. Comme annoncé, le rapport du groupe d'experts créé par la résolution 2653-2022 a été présenté ce jeudi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce document de plus de 150 pages, plusieurs personnalités haïtiennes ont été indexées. Elles sont soupçonnées d'avoir financé les gangs. Parmi les noms cités dans ce rapport figurent l'ancien président Michel Joseph Martelly, l'ex-sénateur Yuri Latortue, le député Profane Victor, l'homme d'affaires Reynold Dib et l'ancien directeur général de la douane Romel Bell. Toujours dans ce rapport, les noms de plusieurs chefs de gang ont été rajoutés à celui de Jimmy Cherizier, dit Barbecue, qui est indexé dans le premier rapport. Le groupe d'experts a formulé dans ce rapport un ensemble de recommandations au Conseil de sécurité de l'ONU, entre autres appliquer l'embargo sur les armes à tous les acteurs non étatiques en Haïti, encourager les États membres de l'ONU à apporter leur appui au renforcement des capacités des services haïtiens, des douanes et des contrôles financiers, encourager les États membres à appuyer le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité ce jeudi matin la résolution 2700 qui renouvelle le mandat des experts afin d'enquêter sur les personnes encourageant la violence en Haïti. Ce vote a été salué par le représentant permanent d'Haïti aux Nations Unies, Antonio Rodrigue. Le représentant de l'Équateur qui a porté la résolution a également salué le vote. Il a annoncé que la liste des individus sanctionnés pour leur appui à la violence en Haïti sera prochainement mise à jour. Le diplomate a souligné l'importance de renforcer les procédures de sanctions afin qu'elles soient justes. L'adoption de ce texte dans le cadre du chapitre 7 de la Charte survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'État de droit. Selon l'ambassadeur Linda Thomas-Greenfield, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution sur les sanctions sur Haïti constitue un nouveau tournant et une étape importante pour aider le peuple haïtien, victime de la violence brutale des gangs, d'une insécurité alimentaire aiguë, d'une épidémie de choléra, ainsi que plusieurs années d'instabilité et de souffrance inutile. Les États-Unis remercient leur co-rédacteur, l'Équateur, pour son travail sur cette résolution, la 3e résolution sur Haïti adoptée par le Conseil de sécurité depuis juillet.
Les États-Unis restent profondément préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. La souffrance persistante du peuple haïtien, due à la constante violence, doit cesser et cette résolution reconnaît les besoins urgents sur le terrain et s'appuie sur les récentes résolutions du Conseil de sécurité pour renouveler et renforcer le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et pour autoriser la mission multinationale d'appui à la sécurité. L'adoption de cette résolution renforce également un élément clé de l'ensemble des mécanismes de paix et de sécurité dont dispose le Conseil vis-à-vis d'Haïti. Toujours selon la diplomate, les États-Unis demeurent engagés auprès du peuple haïtien et continueront à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, les autres membres du Conseil et toutes les parties prenantes afin de faciliter la paix et la prospérité en Haïti et dans la région. Autre point, le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré hier mercredi le Premier ministre Ariel Henry en marge du tout premier sommet Canada-CARICOM tenu sur le sol canadien. Il était accompagné de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Le Premier ministre Trudeau a exprimé son inquiétude face aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques qui sévissent actuellement en Haïti. Il a réitéré l'importance cruciale de parvenir à un consensus politique inclusif afin de créer les conditions propices à la tenue d'élections libres, équitables et au rétablissement de l'ordre démocratique en Haïti. Les deux dirigeants ont convenu que le meilleur moyen de faire des progrès à cet égard est de discuter d'une entente sur le processus de transition dans le cadre du dialogue politique de la CARICOM. Ils se sont dit impatients de discuter de ce processus lors d'une rencontre en vue d'une prochaine réunion des parties prenantes à la fin du mois d'octobre. Le Premier ministre Trudeau et le Premier ministre Ariel Henry ont convenu de rester en contact régulier. Le premier sommet Canada-CARICOM tenu à Ottawa depuis le 17 octobre dernier prend fin ce jeudi. Un sommet où Haïti a été au cœur des discussions. Et pour faire le point, le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boiron, est notre invité ce soir au journal. Bonsoir Frédéric Boiron, merci de votre disponibilité à Metro News. Avec plaisir. Alors, nous allons parler de ce sommet Canada-CARICOM où, comme je viens de le dire, Haïti a été au centre des discussions, notamment la question de la sécurité régionale. Comment, selon vous, Haïti impacte les autres pays de la région sur le plan sécuritaire? On l'a vu, les pays qui sont venus à ce sommet, autres que Haïti, sont venus en réalité dire comment est-ce que la question de la sécurité en Haïti a un impact chez eux. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a une évasion incontrôlée d'Haïti, un exode incontrôlé d'Haïti, de gens qui quittent Haïti, qui s'en vont vers les pays de la Caraïbe en particulier, que ces pays-là ne sont pas en mesure d'absorber dans cette immigration massive. Et cette immigration aussi apporte avec elle un ensemble de problématiques qui sont liées à la criminalité, soit des gens dont on ne connaît pas, que ces pays-là ne connaissent pas leur véritable curriculum, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils apportent. Et on a vu aussi dans différents rapports que le trafic d'armes ne s'arrête pas uniquement à Haïti. Donc, il y a des armes qui passent par d'autres pays pour rentrer en Haïti, donc ça a un impact sur ces pays-là. Et il y a des échanges d'armes entre des criminels haïtiens et d'autres, et des gens dans les pays voisins qui échangent des armes contre des biens ou contre de l'argent. Donc, ces pays sont venus dire au Canada qu'ils avaient besoin d'aide pour justement contrôler la circulation des armes et contrôler la circulation de la population haïtienne qui fuit le pays. Notamment parlant du trafic d'armes, nous savons que le Canada a sanctionné plusieurs personnalités haïtiennes qui financent les gangs. Est-ce que selon vous, ces sanctions sont justifiées ou est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont légales ou légitimes? Bon, ça, il faudrait poser la question de la légitimité à des gens qui sont dans le milieu juridique. Mais j'ai confiance que le Canada, un pays du G7, ne va pas sanctionner des gens sans avoir des éléments de preuve tangibles, sérieux. D'ailleurs, le rapport des experts de l'ONU qui ont été mandatés par le Conseil de sécurité nomme
parfaitement des gens. Aujourd'hui, le rapport est sorti hier, mercredi, nomme des gens qui sont dans ce trafic-là et la preuve est très claire, elle est très concrète. Entre autres, par exemple, Michel Martelly, qui est accusé d'avoir et d'être le fondateur du gang, je crois, qui s'appelle B257 ou quelque chose comme ça. Eh bien, je pense que les données sont très claires. J'ai toujours eu confiance que le Canada, parce que c'est un pays de droit, un pays basé sur la primauté du droit, n'allait pas accuser des gens sans avoir des preuves réelles, concrètes et tangibles. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui sont accusés disent « vous devez nous donner des preuves ». Mais les preuves, on les donne devant un tribunal. On ne donne pas les preuves sur Facebook et sur Twitter. Dans les médias. Donc, les gens qui veulent des preuves vont les obtenir s'ils contestent la décision canadienne. Alors, nous allons revenir sur la question de la sécurité régionale. Comment, selon vous, le Canada pourrait aider à résoudre la question de la sécurité régionale? Je parle notamment des pays de la Caraïbe. Voyez-vous, la question de l'insécurité en Haïti, ou du moins, je dirais la question de la criminalité en Haïti, ça a toujours été une préoccupation canadienne, pas seulement pour les pays voisins d'Haïti, mais pour le Canada aussi. Il y a quelques années, c'était en 2004, je crois, qu'il y a des rapports qui avaient été écrits par l'armée canadienne pour dire que l'instabilité en Haïti pouvait avoir un impact sur la communauté haïtienne de Montréal. Donc, cette préoccupation n'est pas seulement pour les pays voisins d'Haïti, c'est aussi une préoccupation canadienne, comme c'est une préoccupation américaine. Donc, le Canada est intéressé, à mon avis, à participer à la recherche de solutions, évidemment pour des pays partenaires aussi qui sont dans la Caraïbe. Mais rappelez-vous toujours que les autres pays, dont le Canada, ce qui intéresse le Canada, ce sont les intérêts canadiens. À partir du moment où il y a des entreprises canadiennes qui sont dans les pays voisins d'Haïti ou même en Haïti, à partir du moment où il y a des citoyens canadiens à la Jamaïque, à la Barbade, à Trinidad, il y a des intérêts canadiens dans la région. Donc, le Canada est intéressé à ça. Évidemment, dans le cas d'Haïti, par exemple, le Canada avait proposé de former la police. Le Canada avait proposé d'ajouter 3000 policiers supplémentaires. Le Canada avait proposé de mettre un budget pour permettre d'augmenter le salaire des policiers haïtiens. Mais tout ça, c'est pas nécessairement et uniquement pour protéger les Haïtiens, c'est aussi pour protéger les intérêts canadiens. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Tant mieux, ça permet de sauver des vies en Haïti, ça permet de donner des emplois décents, mais ne perdez pas de vue que le Canada a intérêt à ce que Haïti retrouve une certaine stabilité. Comment expliquez-vous cela? L'intérêt particulier du Canada? Parce que ce qu'on a vu, quand je vous parle d'exode des Haïtiens, donc il y a des Haïtiens qui arrivent, des Haïtiens et des Haïtiennes qui arrivent au Canada, qui ne sont pas invités. Donc ce sont des gens qui sont des demandeurs d'asile. Le Canada doit absorber une immigration pour laquelle il n'est pas préparé. Pas seulement le Canada, la République dominicaine, le Bahamas, tous les autres pays avoisinants. Donc, le Canada a intérêt à ce que la situation en Haïti se stabilise. Parlons notamment des actions posées par le gouvernement canadien. Hier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une aide d'enveloppe de 3,4 millions de dollars d'équipement pour Haïti. Est-ce que vous voyez en cela une lueur d'espoir dans les prochains jours sur le plan sécuritaire pour Haïti? C'est justement ce qu'on reproche à ceux qui travaillent autour d'Haïti. Ce sont des petites choses qui font beaucoup plus dans le cosmétique et le théâtral que dans des solutions véritablement structurantes. C'est pas nécessairement de ça qu'on a besoin. 3 millions de dollars, dans la situation actuelle où se trouve Haïti, c'est rien. Ça ne résout rien. Ce qu'on a besoin actuellement, c'est d'un plan concerté. C'est d'un plan concerté qui permet, et Justin Trudeau le dit souvent, il le répète souvent, une solution haïtienne par les Haïtiens. Maintenant, le problème, c'est que la communauté haïtienne, les gens d'Haïti, les gens du pays, n'ont pas fait une proposition haïtienne pour sortir de la crise. La seule proposition qui est sur la table est celle de Ariel Henry qui demande une intervention militaire. Est-ce qu'il y a une autre alternative qui a été proposée? Moi, j'en ai pas vu. Alors, et si ça ne fonctionne pas, et c'est pas parti pour fonctionner,
Quand je dis que ce n'est pas parti pour fonctionner, au Kenya, par exemple, la décision du gouvernement kenyan de participer à une opération policière en Haïti n'a pas encore reçu l'aval du Parlement. Et c'est même contesté devant les tribunaux. Donc, il n'y a rien qui dit que ça va marcher. Alors, si ça ne fonctionne pas, quel est le plan B? Quelle est la solution haïtienne? Et seulement une solution haïtienne peut être une solution pérenne. Donc, toutes des solutions, comme on l'a vu dans le passé en Haïti, des forces étrangères qui rentrent dans le pays et qui, après un certain temps, s'en vont, eh bien, après, on recommence exactement là où on était, sinon on recule. Donc, il est temps, je crois, en Haïti, qu'il y ait une proposition haïtienne, une réponse à cette stratégie canadienne de dire que ça prend une solution haïtienne par les Haïtiens. Eh bien, je pense qu'il est temps peut-être qu'en Haïti, les gens s'assoient et disent, mais c'est quoi la solution haïtienne par les Haïtiens avant de se le faire imposer par l'étranger, comme c'est d'habitude la façon de faire. Nous allons effectivement parler du Premier ministre Ariel Henry. Et selon vous, M. Trudeau ne devrait pas rencontrer le Premier ministre Ariel Henry, mais hier, lors d'une rencontre, M. Trudeau a pu rencontrer le Premier ministre haïtien Ariel Henry. Comment comprenez-vous cette rencontre? Ariel Henry avait été invité, je crois que c'était en janvier 2022, par Mélanie Joly à une rencontre virtuelle. Et moi, j'avais dénoncé sur les ondes de votre station, j'avais dénoncé cette rencontre-là. Je disais que rencontrer Ariel Henry, que le Premier ministre du Canada rencontre Ariel Henry, c'est légitimer le pouvoir illégitime d'Ariel Henry. Or, depuis, non seulement Ariel Henry a participé à cette rencontre-là, depuis, Ariel Henry a rencontré Justin Trudeau à une réunion de la CARICOM, qui était quelque part dans les Antilles, et Ariel Henry a été invité au Canada à rencontrer Justin Trudeau, donc à participer à cette réunion-là. Donc, toute la machine fédérale du gouvernement fédéral est dans un processus de légitimation d'Ariel Henry. Et pourquoi? Parce que Ariel Henry, c'est un peu, les journalistes ici au Canada disent qu'Ariel Henry, c'est un peu fait rabrouer parce que, bon, il ne semble pas avoir déposé un plan pour faire des élections. Mais je veux quand même rappeler que le Canada est un pays qui a une obsession avec des élections en Haïti. Mais ne jamais perdre de vue qu'en 2010, le Canada, au sein du Core Group, avec l'ONU, le Brésil, les États-Unis, avait choisi le gagnant des élections. Alors, je pense que c'est votre rôle à vous, journalistes, vous, madame, et d'autres journalistes en Haïti, de vous assurer que lorsque vous aurez la chance de parler à ces gens, à des gens comme Justin Trudeau ou Mélanie Joly, de vous assurer de les mettre au défi et de vous dire que la prochaine fois que les Haïtiens et les Haïtiennes vont voter, que le vote populaire sera respecté et qu'ils ne vont pas choisir eux-mêmes le gagnant des élections en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on vit en Haïti, je vous parle d'un rapport de l'ONU qui fait la démonstration que le phénomène de gagne est un phénomène mis en place par le PHTK, le parti de Michel Martelly que la communauté internationale a mis au pouvoir. Mais ce qu'on vit aujourd'hui en Haïti, le désordre, le chaos total qui fait que les Haïtiennes et les Haïtiens sont aux abois, c'est cette décision-là qui a été faite en 2010 de donner le pouvoir à Michel Martelly. Et la communauté internationale n'est pas la seule responsable. Les gagnants, les perdants, tout le monde s'est fermé la trappe, personne n'a rien dit. Et les gens qui devaient gagner ces élections ont été complices par leur silence. Nous aussi, en Haïti, il y a quelque chose à faire. Il faut aussi se poser des questions si cette fois-ci, les Haïtiennes et les Haïtiens vont se laisser prendre dans un autre panzou comme ça a été fait en 2010. Alors, M. Boireau, nous allons mettre fin à l'interview, mais avant, concrètement, qu'est-ce qu'Haïti pourra tirer de ce sommet? Je parle bien évidemment du sommet Canada-CARICOM. Rien, absolument rien. À peu près 12 millions de dollars, c'est à peu près ce que le Canada donne chaque fois qu'on rencontre un président, un premier ministre haïtien. On donne ça, ça fait partie du théâtre, ça fait partie de la cosmétique. Et après ça, ben, ça s'arrête là parce que c'est pas inscrit dans un programme structuré, c'est pas inscrit dans un plan, ça fait partie du grand théâtre et puis on donne quelques millions de dollars et puis tout le monde se la ferme et puis ça s'arrête là. Mais posez-vous la question, pourquoi le Canada a invité la CARICOM à tenir une réunion à Ottawa alors que le Canada n'est pas membre de la CARICOM? Alors il faudrait peut-être se demander la prochaine fois, est-ce que le Canada va inviter l'Union européenne
ou l'Union africaine à venir tenir des réunions à Ottawa. Il faudrait se demander que même ceux qui ont accepté de faire cette réunion officielle à Ottawa, quel est leur agenda d'accepter quelque chose comme ça? Ça a l'air tellement puéril de venir s'asseoir à Ottawa alors que ça aurait pu se faire dans la région et qu'une telle rencontre a des retombées économiques lorsqu'elle est faite dans un pays de la région. Alors, la retombée économique était ici, à Ottawa. Ce sommet n'apportera rien pour Haïti. Merci beaucoup, le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boire. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité. Avec plaisir. C'était avec nous via Zoom le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. Avec lui, nous avons fait le point sur le sommet Canada-CARICOM qui s'est tenu du 17 octobre à ce 19 octobre. L'entrepreneur Smith Joseph croit que, venu le temps d'un réveil national, il considère que les sanctions internationales à l'encontre des élites et la mobilisation pour la construction du canal représentent des portes vers ce réveil. L'homme d'affaires Joseph se dit convaincu que de nombreux entrepreneurs sont impliqués dans des activités criminelles, dont le blanchiment des avoirs, le trafic d'armes et de drogue. À ses yeux, les sanctions de l'ONU et des autres pays sont importantes en raison de la faiblesse de la justice haïtienne. Ces élites contrôlent la politique aussi bien que le système judiciaire. Il espère que les sanctions déclenchent un réveil contre ces élites qui veulent détruire la nation. Canal là, plus ça servi nous comme un porte de réveil. Parce que l'action République dominicaine prend le gouvernement Abinader là, son porte de réveil lié pour Haïtiens. Pour moi-même, et ça mouais wana mettre là, je regarde Timoun 8 ans, 10 ans, toute qualité l'âge, toute qualité moun qui en ambiance ça et m'a regardé moun wana mettre qui généralement vivent de frontières là, pour moi, gens yo campé, yo brandi dignité yo par rapport à la question canal ça. Pendant que campé, m'a regardé soldats dominicains yo l'autre bois, pas gen doute yo dit tête yo si nous te gen en tête nous pour nous envahir Haïti, ouais bah ça, puis on cherche un côté nous plutôt n'oublier bah ça. Pays ça nous ka entrer, nous gen droit tuer en quantité moun aller mais ret la dedans c'est oublier ça. Ça me sûr qui a dit ça? Yo jouen message ça. Yo un pays a debout en face yo, kou gen yon nan monsieur par rapport à la mort qui dit au premier coup de canon la nation est debout. Ça ou pas même kou gon coup de balle qui tire nation debout. Et ça pas gen doute c'est par rapport à l'histoire ancestrale nous qui pral fait dominicain comprendre ou bien de l'autre puissance internationale qui t'a peut-être avec eux dans l'entreprise ça, à me supposer, bah, canal ça, fait comprendre, peuple ça, il doit habiter, mais il pas tomber. Nous pensons que, même j'ai un peu de monde qui croit que le canal là, c'est un canal de dignité, mais pour nous-mêmes, nous croyons que le canal là, son porte réveil, son peuple comme si qui t'a dormi, et à partir de canal ça, n'a réveillé. Et n'a réveillé moi, l'homme dans nord-est avec une série de monde, par exemple qui était dans le secteur production avicole pour la filière ça. Nous voyons que comme si gagnait une velléité vraiment pour nous prendre responsabilité, que ce soit dans la production agricole, que ce soit dans la production animale, n'a regardé ça. Mais canal là fait nous tout ça nous te vaut en République dominicaine. Tout ça nous quittait ici de gaspiller. Et je dis à l'air, un Dominicain a pensé banane pour venir en Haïti. Eh bien, tout autant qu'il y a insécurité dans le département de la Tibonite, nous ne pouvons pas travailler. C'est plus bon pour les Dominicains. Tout autant que les amis a tiré, a détruit propre frère, il a fait jouer Dominicains. Parce qu'à ce moment-là, plus Haïti pas produit, c'est plus produit fait en République dominicaine, il y a bombardé Haïti. C'est bon pour eux dans ce sens-là. Bon. Parce que, imaginez, et quoi des bouquets sont côté que qu'on fait un pile manger, qu'on n'est pas capable encore. La Tibonite même, c'est pas parler, qu'on n'est pas capable encore. Et selon des informations, l'on parle avec dans la Tibonite comme journaliste ou comme enquête, il y a des pile munitions qui entrent à travers les frontières. Il y a dit ça.
Donc, est-ce que li intentionnel bon côté dominicain pour yo impliquer dans ça qu'a fait là, nous pas connaît, mais ça qui est important, ça qui a passé là, li bon pour yo. Tout ça qui a passé là, bon pour tout le monde qui a une activité criminelle contre Haïti. Sauf pour les gens qui veulent un changement dans le pays, ce n'est pas bon. Ça n'a pas passé là. Mais il y a un groupe, une minorité qui est fait au la République dominicaine qui croit que ça n'a pas passé là. Ce bon, c'est là pour faire l'argent dans l'activité criminelle. La guerre, ce n'est pas une question ou brandisme avec militaire. Haïtiens, pas seulement à vivre en Haïti, ils sont tout partout. Donc, les Dominicains pensaient que le cas attaqué Haïti, Haïtiens ici. Mais Haïtiens sont pas extraterritoriaux. Haïtiens tout partout qu'on y a. Oui. Et où est tout partout que au Canada, que aux États-Unis, ils potent coller dans ça cap fait là. Donc, on réveille cap fait, que ce soit en Haïti, que ce soit bon côté l'autre Haïtien cap vivent en dehors pays. Sans nous pas parler de combien, près de 60 000 chiffres haïtiens qui déjà quitté République dominicaine pour retourner vers la caille. Ça qui a passé à nous, ces potes-là, ces potes réveillés-là, haïtiens réveillés, et Jean nous te comprendre, nous te dit, le problème pays a pas problème l'argent, son problème réveil qu'on gagne dans le pays. Et depuis haïtiens réveillés, conscience de lumière a frappé yo route là, jouet là fini. Parce que solution en ligne amène pays a dans un calfou côté pays a réveillé qui dépassé. Faut que li fait pour société à redéfinir pour nous pas un système ça qui produit la honte ça, li pas capable de continuer qu'un bien dans pays encore. Faut que li redéfinir pour nous un système qui lié avec production nationale, un système qui a formé moun dans pays qui a fait de patriotes dans pays un système qui bon police nationale qui lié à pays, qui bon force l'armée qui lié à pays. Autre point dans ce journal, les activités scolaires tardent à reprendre comme à l'ordinaire dans la zone de Carrefour-Feuille à cause de la terreur des groupes armés. Des tirs nourris sont entendus à longueur de journée selon des riverains qui estiment que le climat n'est pas encore favorable à la rentrée des classes dans la zone. Plusieurs quartiers qui conduisent au lycée de Carrefour-Feuille sont inaccessibles. Par ailleurs, des institutions publiques comme le lycée Jean-Jacques Dessalines ne peuvent pas reprendre leurs activités en raison des déplacés qui occupent toujours les espaces. Certains d'entre eux affirment que jusqu'à présent, ils sont dépourvus de moyens en vue d'envoyer leurs enfants à l'école. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des déplacés de la zone de Carrefour-Feuille occupent jusqu'à présent les espaces de plusieurs institutions publiques de la capitale et apparemment, dans un contexte où les activités scolaires ont été reprises, leur déplacement n'est pas pour demain. Nous avons l'école l'ouvrir, nous-mêmes nous avons nous chita ou pas à l'école. À l'époque qui m'ont envoyé à l'école, on doit attendre, bliti coup, même coup il y a des timons, on doit faire accident, on doit faire qualité, n'importe bagarre, vous comprenez, pays a pas de mauvaise sécurité, pas de pays, ou pas marcher, on j'ai fermé, on j'ai ouvert, ou pas qu'on côté pour mettre quoi. Mais puis le timon mais camper là ou pas à l'école. Mais sinon quand nos communes dès l'école, on sait l'école l'ouvrir, pas l'école qui l'ouvre non. Pas l'école qui l'ouvre. Si que on sait l'école là l'ouvrir, ça l'État même dit là. Et c'est eux même qui crasent et eux même qui mettent le peuple là dans cette situation là. Mais qu'on y a si on sait laguer, si on sait l'école, et l'autre bon timonio. Côté où aller. Difficile pour eux de rentrer chez eux dans ce climat d'incertitude. Aucune présence policière n'est permanente dans la zone et les dernières violences recensées terrifient encore les victimes. Quand nous boulons, nous ne pouvons pas la caille. Nous ne pouvons pas gagner même. Nous avons un beau kit, nous ne pouvons pas. Même si nous ne pouvons pas pour faire de l'eau, nous ne pouvons pas désinfectateur. Depuis là, nous avons misère à passer. Tant que nous ne passer là, nous ne pouvons pas coucher. Non, je ne peux pas l'école parce que quand je boulais, tout le monde boulait, quand je boulais, tout le monde commerce, moi je gagne, tout comme moi dans la rue, pour me battre pour rien du tout. Je gagne tout. Et uniforme de tout le monde tout boulé, je vais apporter, je vais tout le monde qui peut aller à l'école du souvent. J'aime bien les gens qui passent venir nous même. Et à terre, on a dormi, sans antimoso, drap, terre frette. Nous avons la faire par force, enfin. Il y a des activités scolaires qui ont été remarquées ces derniers jours au lycée
de Carrefourfeuille, mais comment se présente la situation? Une équipe de métropole a voulu se rendre au lycée de Carrefourfeuille ce jeudi, mais étant sur la route, des riverains de la zone nous ont déconseillé. Ils ont fait savoir que c'est une mauvaise idée à cause des tirs qui sont entendus à longueur de journée et des débordements qui peuvent surgir à tout moment. Mais bon nombre d'entre eux nous ont confié des témoignages, car selon ce qu'ils ont expliqué, il est difficile de se rendre au lycée de Carrefourfeuille sans faire un détour. Leurs explications. Passer par Black Dizos et puis monter dans marché tunnel, passer bon Miron, passer par dans le lycée Carrefourfeuille là, dans le lycée Carrefourfeuille là, ouais et quelques grands élèves mais pas vraiment jeune professeur. Lundi, on doit contrôler comment la caméra était premièrement et puis on doit regarder moi combien d'écoles qui ouvrent dans la zone là, ouais celle lycée Carrefourfeuille qui ouvert. D'entrée et jouer me tape jeu boule, ça que mon cahier dans main, on pas vraiment ouais ça. Yo pas d'après gland, yo pas jeune professeur tout. D'ailleurs, peut-être professeur a l'IP à l'autre bois. Parce que par contre, qu'il est bien tiré, qu'il n'est pas bien tiré. Mais on te prend des petits gens dans le lycée, on te bat aux leçons. Et puis, pour la vie passer, même les soins, même pas même des temps, nous tout court, bon, nous pas connaître comment faire l'école là. Parce que nous ne comme nous, on a mis dans l'autre école. Il y a un autre point qui attire l'attention, ce sont des déplacés qui sont nombreux dans des établissements publics, notamment des lycées. Précisément, nous nous sommes rendus au lycée Jean-Jacques Dessalines, là où nous trouvons de nombreux parents qui ont expliqué que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Et nous essayons de voir un autre angle par rapport à cette situation, c'est que en temps normal, le lycée Jean-Jacques Dessalines fonctionne. Et là, maintenant, on est en train de se poser de nombreuses questions par rapport aux écoliers de ce lycée. Est-ce que ces écoliers vont dans d'autres lycées? Est-ce qu'ils attendent que les autorités étatiques adoptent de nouvelles dispositions en ce qui concerne les déplacés qui occupent toujours le lycée Jean-Jacques Dessalines? Et c'est le cas notamment pour bon nombre de lycées qui, jusqu'à présent, sont occupés par des déplacés. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. Plusieurs personnalités haïtiennes ont été indexées dans le rapport des experts des Nations Unies, soupçonnés d'avoir financé les gangs. Ce rapport a été présenté ce jeudi au Conseil de sécurité qui devrait l'analyser avant de décider sur les sanctions à prendre contre les personnes incriminées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat des experts pour 1 an. Ils devront continuer à enquêter sur les causes et l'impact de l'insécurité en Haïti et ses répercussions dans la région. Et puis fin ce jeudi du tout premier sommet Canada-CARICOM tenu à Ottawa. Le Premier ministre Trudeau a exprimé son inquiétude face aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques qui sévissent actuellement en Haïti lors d'une rencontre avec le Premier ministre haïtien Ariel Henry. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.